Егер бараманго турланаган жиберсеңиз, абат күрүш алуым керек, мен тагы бир зат алуым керек десеңиз, мен бараманго, мен энди атадама ол киши ишим ауырт деп кетти го. J'ai toujours baroudé depuis que je suis très jeune. Je suis né à Grenoble, dans les montagnes. Et avec mon frère, on a passé énormément de temps à explorer les montagnes du massif de Belledonne, et été comme hiver d'ailleurs, et à prendre quelquefois des risques inconsidérés. Et puis j'ai eu la chance de voyager avec des amis ou de la famille, mais ces voyages étaient toujours accompagnés. Je ne partais jamais seul. Et c'est quelque chose qui était pour moi d'ailleurs inconcevable, le voyage en solitaire. Je trouvais ça complètement absurde. Et puis il y a eu le déclic qui est arrivé tardivement, à 44 ans, l'été 2021. On décide de partir dans l'état trace avec ma femme, mais au lieu de préparer un voyage avec minutie, je décide de tracer un itinéraire très approximatif. Alors ça, c'est la faute un peu de Sylvain Tesson. J'adore ses récits, j'adore la façon dont il s'aventure dans le monde avec un certain engagement. Et puis sur le retour, je commence à réfléchir à un voyage à vélo au Kirghizistan. C'est un vrai coup de tête parce que je prends mes billets d'avion et 15 jours après, je dois être là-bas sur place. Donc en fait, je n'ai aucune idée de ce que je vais rencontrer. Je suis vraiment sur une destination que je ne connais pas. Et alors, je cherche des compagnons de voyage, comme d'habitude. Et qui veut partir au mois d'août avec Tassan? En fait, personne. Les gens préfèrent partir en famille au bord de la mer, plutôt d'aller partir dans ces montagnes isolées avec moi. Donc en fait, je pars contraint et forcé, en solitaire. Mais j'ai une petite voix à l'intérieur qui me dit que ça pourrait finalement être une bonne chose. Mais une fois sur place, cette petite voix, elle change un peu de tonalité parce que concrètement, quand j'arrive dans ces montagnes, je me sens tout petit, je me sens perdu, isolé, et j'avoue que ça me fait très peur. Je me demande vraiment ce que je suis venu faire là. Et dans ces moments-là, en fait, il faut vite occuper son cerveau pour éviter de tomber dans une angoisse profonde. Quand je reviens en France de ce voyage solitaire, je me rends compte qu'il faut toute une série de valeurs pour mener à bien ce genre d'aventure. Je dois faire des photos si jamais je suis emmerdé, je sais pas si je tombe. J'ai aussi mon téléphone satellite. Bon, ça fait déjà un petit moment que c'est la merde là, je suis à pied. La première valeur, c'est la responsabilité, parce que quand on est tout seul, il n'y a aucun compagnon sur qui on peut compter, et chaque décision qui doit être prise, c'est un peu comme un entrepreneur. On essaie de prendre la bonne, et puis si c'est pas la bonne, il faut complètement l'assumer. Donc du coup, j'ai repéré un passage plus bas. Je sais pas si c'est ça ou pas. Il y a des traces, mais bon. Et puis il y a un élément qui est intéressant, c'est que quand on n'a pas de compagnon, on n'a personne à se préoccuper. Donc ça, c'est un élément aussi qui est aussi intéressant. On a peut-être une charge mentale qui est un peu moins forte. J'ai trouvé le passage. C'est un truc de fou. Il va falloir que je le marque avec des cairns en remontant. Je vais aller tester le lac Salé pour voir comment c'est, si c'est mou ou pas. Quand on voyage seul comme ça, il faut impérativement rester très concentré. Les bagages et tout le bordel. Parce que la moindre chute, la moindre casse, d'abord on est tout seul. Donc les secours ils vont pas arriver aussi rapidement que ça. Et c'est vrai que cette concentration, c'est quelque chose qui est une tension de chaque instant, pas casser de matériel, pas tomber à vélo, parce qu'en même temps je suis à vélo, donc c'est un sport en équilibre. Et puis j'ai aussi mes documentaires à réaliser. Alors même si je suis épaulé un jour ou deux par expédition avec un local que j'embauche en fait pour me filer un coup de main sur les images, tout le reste, je dois faire tout moi-même, tout seul.
Comme mes itinéraires sont de la pure aventure, c'est-à-dire que j'ai très peu d'informations sur le terrain, voire des fois carrément pas du tout, en fait j'essaie d'emporter juste le nécessaire. Alors le problème c'est l'équilibre à trouver entre trop léger ou trop lourd, c'est jamais facile. Je vais donc accrocher ma sacoche de cintre dans lequel il y a mon duvet, des affaires de nuit, des gants, de rechange. Surtout qu'en plus, j'amène tout mon matériel de réalisation, donc la caméra, l'objectif, du drone, de la GoPro, des batteries, un panneau solaire, un trépied, donc ça alourdit énormément le chargement. Et voilà, j'essaie de partir souvent de manière assez légère pour justement aussi avoir un détachement personnel par rapport au côté matériel. L'engagement est primordial pour une aventure en solitaire. Moi, je dessine toujours un parcours d'un point A à un point B. Et c'est vrai que je me fais un point d'honneur à arriver au bout de mon aventure et de mon itinéraire. Donc ça demande de s'engager personnellement parce que le long de ce parcours-là, on peut trouver certaines difficultés. Donc il faut arriver à les surmonter. Tout autant, il faut mettre beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'humilité. Parce que l'idée, c'est ne pas non plus de basculer dans le danger permanent et voire dans l'accident. Voilà, je n'irai pas plus haut. 4800 mètres, l'altitude du Mont Blanc, enfin, quasiment. Je m'arrêterai là. Voilà, je comptais dans mon trip boucler ce trip avec un sommet à plus de 5000 mètres, mais malheureusement, ce ne sera pas pour moi, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que je commence à avoir la fatigue de tous les jours précédents, notamment du jour d'hier, quand même, qui a été quand même une grosse journée. Mon acclimatation qui est bien, à mon avis, jusqu'à 4000. Donc je suis bien, je suis 4000, 4004. Mais là, je suis à 4008, j'en chie trop. L'objectif principal de tout aventurier, c'est de rentrer en France. Comme je dis souvent, en fait, l'aventure, elle se termine quand tu es à la maison, chez toi, au chaud. Donc ça veut dire qu'il faut sans cesse confronter ces différentes réalités. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je peux aller plus loin sans trop prendre de risques? Donc il faut mettre tout ça en balance. Donc tant qu'à faire, si j'ai pas le niveau, je laisse ça aux autres. L'aventure en solitaire, ça demande de se mettre à nu face à l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les rencontres. Salam alaikum. Alaikum salam, assalamu alaikum. Ruski. Non, mais François boum. François. Mais kazakh. J'aurais pas cru être là après avoir galéré autant dans la montagne, c'est super. Ils sont trop bien ici. En même temps, moi j'ai besoin de ces femmes et ces hommes pour assurer mon ravitaillement, pour trouver mon chemin ou pour tout simplement passer une nuit plutôt confortable. Hey, Kagdela, alors après, ce que je fais, c'est que j'apprends toujours quelques mots de la langue locale. Ça permet en fait d'échanger. Alors c'est jamais des échanges très profonds, mais ça éclaire vraiment les visages. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un vrai contact humain le plus simple, mais le plus sincère aussi. Super. Il y a énormément de temps fort à l'intérieur de ces aventures. Il y a l'isolement. Quand on est au milieu de ces paysages qui sont immenses, on se sent happé et en fait c'est comme un vide abyssal intérieur. Et ça me rappelle un souvenir au Kazakhstan, quand mon équipe logistique m'a déposé tout seul dans le désert. On venait faire 4 heures de 4x4. J'étais dans le véhicule avec la musique, etc. Et puis d'un coup, tout ça s'est évaporé. Ils m'ont laissé dans le désert. Je me suis retrouvé tout seul. Bon, ils viennent de partir et c'est flippant, hein. Là, je suis au milieu de nulle part. J'ai peut-être fait une connerie de venir là. Et honnêtement, là, j'ai eu une espèce d'angoisse intérieure. Et la première chose que j'ai faite, c'est en fait faire des photos, faire un peu de vidéos, en fait occuper mon esprit pour ne pas sombrer dans cette angoisse. Je suis en train de terminer ce trip de fou complet. Sur une journée, la variation des émotions peut être vraiment très importante. Le matin, on peut être angoissé et puis l'après-midi, totalement excité. Oh, ce bike, il est trop bon. Oh, la descente là, cette portion. C'est dingue. Voilà, c'est une super journée pour moi. Il y a aussi l'effet VTT, vélo, parce que quand on enchaîne un passage technique ou quand on est vraiment sur quelque chose d'assez escarpé, on se sent décuplé, il y a toutes les hormones qui se mettent en place. Et donc voilà, on peut avoir ces sentiments de joie extrême.
Je me demande où je suis venu me perdre. Dans ce pays incroyable. Dans cette région du Mangistau. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Les émotions, elles traversent le corps, elles traversent le cerveau, donc ça, on peut rien y faire. Par contre, il faut essayer qu'elles prennent pas trop de place. Mais en même temps, il y a des fois des souffrances importantes, on est obligé des fois de les expulser. Je me rappelle cette ascension à plus de 5200 mètres en Himalaya, où j'étais chargé comme une mule avec 30 kilos, ça a été vraiment hyper difficile. La peur, elle est importante, elle permet de contrôler les choses et de se mettre des barrières. Mais c'est vrai que des fois, il y a des situations qui sont vraiment hyper effrayantes, comme notamment au Kazakhstan, où j'ai pu croiser 3 véhicules 4x4 de nuit qui m'ont réveillé, qui sont venus plein phare sur mon bivouac, j'étais au milieu de nulle part. Bon. Je vais attendre un peu. Alors s'ils font pas demi-tour. Ou alors ces coups de feu que j'ai pu entendre, pareil, dans le désert, sont des choses qui sont vraiment pas rassurantes. Mais là, encore une fois, il faut essayer de maîtriser cette émotion et de trouver en fait la bonne parade et la bonne solution. Oh, je suis mort. J'avance plus là. Claqué, j'ai la gerbe et tout là. Et puis c'est vrai que quand on parle de peur, on parle souvent aussi de mort, et il y a un élément qui est important, c'est la maladie. Une fois qu'on tombe dans un état de fatigue important, bah là on commence vraiment à cogiter, à se dire qu'est-ce qui va se passer, il n'y a pas d'autre solution que celle que moi je peux mettre en place. Et pour ça, c'est vrai que ça veut dire faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on boit. S'il y a une petite blessure qui apparaît, il faut s'en occuper de suite. Voilà, il faut essayer d'anticiper de façon à ne pas tomber dans des situations qui soient plus dramatiques. Je retiens surtout en fait la beauté de ces paysages que j'ai pu voir, et c'est vrai que c'est ce que je souhaite à tout le monde, de pouvoir vivre un jour. Ces nuits étoilées, ces paysages époustouflants, c'est spectaculaire. Tous ces voyages en solitaire m'ont fait prendre conscience de beaucoup de bienfaits en fait. Le plus important, c'est la liberté. Alors c'est sûr que le vélo, c'est ma première passion, donc pour moi c'est plus évident de partir à vélo qu'à pied. Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre que j'ai remarqué, c'est qu'on se méfie moins d'un voyageur à vélo que d'un voyageur à pied. Bicycle. Ok. Break. À pied, je pourrais paraître pour un vagabond. D'ailleurs, dans certains pays, on m'avait prévenu de ne pas y aller à pied. Et puis, alors qu'en vélo, tout de suite, je suis un élément curieux. Et donc, les gens viennent vers moi et voilà, se posent toutes ces questions. Et toutes les barrières tombent, en fait. Alors c'est évident, un voyage à VTT, c'est difficile. Bien sûr, il y a beaucoup de performances dans ce que je fais, mais en même temps, c'est pas mon but en fait. C'est pas ce qui me préoccupe en premier lieu. Moi, ce que j'aime, c'est le témoignage et les rencontres. Et ce qui est vraiment intéressant en solitaire, c'est qu'on est complètement connecté à l'environnement dans lequel on est et aux gens qu'on rencontre. Donc on est sensible à tout ce qu'on peut capter. C'est la parfaite configuration pour transmettre à la fois toute cette beauté que je peux rencontrer, mais aussi cette grande fragilité.
L'itinérance se marie parfaitement bien avec l'aventure en solitaire. Parce qu'il y a une espèce de lâcher-prise. Chaque soir, on dort à un autre endroit, donc il y a une espèce d'inconnu. Et en fait, on sait que la vie est faite d'inconnus, même si on a tendance à nous faire croire l'inverse. Et puis, toutes ces rencontres, moi, avec ça, j'ai l'impression de dessiner une carte de la fraternité sur mon voyage. Ici. Il y a une espèce de transmutation qui est très subtile, qui se fait petit à petit au fur et à mesure de chacune de ces aventures. C'est pas un gros changement, c'est pas une grosse claque, mais à la fin, il y a beaucoup de différences. Si vraiment les choses se passent mal, il faut laisser passer un peu l'orage et puis ça se trouve, dans quelques heures ou quelques jours, ça ira beaucoup mieux. On a tout de suite plus confiance en l'avenir et on se sent plus serein, on est moins inquiet de l'inconnu. Schwein. Na, świnia. Sala. Schwein, sala. Speak. Non. Finalement, avec ces rencontres, est-ce que je suis vraiment si seul quand je pars en solitaire? Alors هذا ناصر Thank you so much. On va faire tourner le... Ah, il est sympa. Oh, man, die Bande rum.